Je vous propose de passer à la dernière intervention donc de Madame Cholakian. Donc, vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique, hein, aussi un partenaire avec lequel on a souvent travaillé. Et votre sujet, ça va être de nous projeter un petit peu, hein, quelle est la tendance pour l'ozone dans les années à venir. Donc, vous avez une vingtaine de minutes, hein, pour nous faire part de cette question. Je vous laisse partager le diaporama si vous êtes d'accord. Ok, bonjour. Et nous vous entendons. Voilà, merci. Par contre, c'est un petit peu lointain, si je me permets. Je ne sais pas si c'est chez moi que j'ai trop baissé. Ça, je ne sais pas. Je peux Le parler un peu son, plus le son fort. est un peu faible, oui. Voilà, c'est mieux? Ah, Oui, c'est oui, beaucoup beaucoup mieux. mieux. C'est Merci. Ok, parfait. ça marche. Donc, je vais essayer de le mettre en plein d'écran. Voilà. Donc, je suis ingénieur de CNRS, je travaille au LMD. LMD, c'est le laboratoire météorologique de météorologie dynamique. Et voilà, je travaille dans l'équipe de développement du modèle Chimère. Cette présentation-là, ça va être au sujet de l'évolution de la concentration d'ozone au-dessus de la Méditerranée. Donc, déjà, je commence par pourquoi on étudie la Méditerranée. Ça va être un peu de répétition, mais bon. Déjà, il y a beaucoup de sources, c'était déjà évoqué. Il y a des bateaux, il y a des émissions de dust qui viennent du Sahara. Il y a un mélange assez important des sources qui induit une pollution assez importante à la fin. Il y a une densité de population qui est très importante autour du bassin, qui est vue dans cette image-là, avec les points rouges qui montrent la population. Et après, c'est une des régions les plus sensibles au changement climatique. En fait, il y a des études qui montrent que la Méditerranée est un hotspot pour pour le changement climatique qu'on va avoir. Donc, par exemple, si on regarde les RCP qui sont montrés ici, RCP, c'est Representative Concentration Pathway. Donc, chaque RCP représente un forçage radiatif spécifique. Donc, pour le RCP 2.6, on dit que le forçage radiatif va atteindre un 2.6 watts par mètre carré jusqu'à 2100. Ça, c'est un scénario assez optimiste. Probablement, on a déjà dépassé, on ne va pas y arriver. Donc, il faut se focaliser sur le 4.5 et le 8.5. 4.5, c'est probable. 6, c'est plus probable, mais bon, voilà. Et le scénario pessimiste qui va être ici, c'est le 8.5. Donc, si on regarde dans le scénario pessimiste, dans le scénario optimiste, on va avoir une degré d'augmentation de température pour la Méditerranée en moyenne déjà, jusqu'à 2100. Par contre, pour le scénario pessimiste, ça va être 4 degrés, qui est pas négligeable du tout. Évidemment, il y a des incertitudes sur le scénario futur. C'est des scénarios futurs, on ne peut pas les valider. Donc, c'est pour ça qu'on fait une gamme assez large des années pour la simulation, pour avoir un échantillon statistique qui est important. Et après, il y a aussi le fait que le changement climatique et la qualité de l'air sont rétroactifs. Ça veut dire que si la qualité de l'air change maintenant, ça peut induire des changements pour pour le changement climatique d'avenir. Et l'inverse aussi. Donc, avant d'entrer dans les scénarios, je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement d'un modèle de chimie transport régional. Donc, on a des différents inputs qui doivent être donnés à un modèle pour que ça fonctionne. Donc, ici sont montrées par exemple les émissions anthropiques qui sont là. Il y a des différentes sources d'émissions anthropiques qu'on peut prendre. Ici, il y a quelques-uns qui sont montrés. Il y a les conditions limites, conditions initiales qui sont montrées ici. C'est les concentrations des espèces qui entrent du bord du domaine dans le domaine ou le background qu'on donne au modèle. Les champs météorologiques qui doivent être fournis pour que le modèle fonctionne. Ici, par exemple, il y a un exemple de ces champs. Et à la fin, c'est l'utilisation du sol que le modèle doit savoir. Donc, le modèle doit savoir dans chaque maille combien de pourcentage on a des villes ou des champs agriculturels. Si toutes ces informations-là sont fournies, le modèle il va sortir la concentration d'une liste de composants qui peuvent être comparés aux mesures pour une validation. Donc, en général, c'est comme ça qu'on valide le modèle, on les compare aux mesures.
Donc, ça, c'est un peu la force du modèle. Ça veut dire qu'on peut faire des scénarios. On peut lui dire qu'on va, par exemple, changer juste les émissions ou juste les conditions limites ou juste la météo. Comme ça, on peut savoir l'impact de chacun séparément. Et quand on parle des scénarios futurs, il y a une couche qui est ajoutée au-dessus. Donc là, dans ce cas-là, on doit avoir un modèle circulation générale qui va calculer les champs météorologiques. Ces champs météorologiques sont donnés à un modèle de chimie transport global et après aussi donner des conditions limites à un modèle de météo régional. Ces deux, après, ils vont fournir les conditions limites et les champs météorologiques au modèle de chimie transport régional. Donc, il y a une couche ajoutée qu'il y a aussi des changements dans ces trois boîtes qui doivent être pris en compte pour les scénarios futurs, pour que les scénarios futurs soient représentatifs. Dans cette présentation-là, le domaine de simulation qu'on va avoir, c'est ce domaine-là. Et les scénarios qu'on va étudier, ils sont montrés ici. Donc, il y a 25 ans de simulation historique. C'est ça qu'on va utiliser comme référence pour évaluer les changements de chaque scénario. Et après, comme on a déjà vu, il y a des différents scénarios climatiques, le RCP 2.6 qui est 70 ans de simulation, 4.5, même 70 ans de simulation, 8.5, et le 8.5. Dans le cas de ces trois simulations, il n'y a que le météo qui change. On change juste le climat pour avoir juste l'impact du climat et il n'y a rien d'autre qui change. Par contre, on a d'autres simulations à côté où on change les émissions anthropiques, par exemple, où on change les conditions limites, conditions initiales pour voir les effets de ces paramètres sur les scénarios futurs. Je commence par les paramètres météorologiques. Comme j'ai déjà dit, il y a une augmentation de température, ce n'est pas une surprise, on le savait déjà. On augmente le forçage radiatif, la température va augmenter. Pour l'Europe, il y a une augmentation un peu moins importante, on va dire, que la Méditerranée. La Méditerranée voit une augmentation de température plus que l'Europe. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est la précipitation. Donc, si on regarde le montant de la précipitation, il y a une augmentation assez importante dans les scénarios plutôt pessimistes, on va dire, en Europe. Il y a une augmentation aussi sur la Méditerranée, mais ce n'est pas aussi important. Si on regarde le nombre des heures où il y a de pluie dans le modèle, ça diminue. Ça veut dire que on peut l'interpréter comme il y a des heures de pluie plus, mais il y a moins de pluie. Ça veut dire que dans les heures où il y a de pluie, tu as des pluies plus intenses. Il y a des flash floods. Il y a des pluies beaucoup plus intenses, quoi. Qui peut après avoir un impact assez important sur la concentration des espèces dans la future. Par contre, comme j'ai dit, ça, c'est juste l'impact du climat. Il n'y a rien d'autre qui change dedans. Encore, ça, c'est les champs de l'ozone dans les mêmes scénarios. Donc, ça, c'est les scénarios historiques qui sont montrés ici. Évidemment, il y a une concentration très élevée sur la Méditerranée, à la fois parce que c'est un hotspot et aussi parce que à cause de la température. Si on regarde des scénarios, il y a une augmentation, si on change que le climat, il y a une augmentation de la concentration de l'ozone pratiquement partout. Et donc, il y a l'effet de changement qui n'est pas une surprise non plus parce qu'on change la température. Donc, une espèce qui est très liée à la photochimie, ça va augmenter. On pourrait par contre regarder aux autres scénarios où on change les émissions anthropiques. Ici, il y a deux séries de scénarios où on change à la fois le climat et les émissions anthropiques. Dans ce cas-là, dans le CLE, c'est Current Legislation Emissions. Si on regarde pour l'Europe, par exemple, il y a une diminution très, très légère de l'ozone, de la concentration de l'ozone qui est montrée ici pour les années 2050. Si on regarde les émissions MFR, c'est Maximum Feasible Reduction, ça veut dire on diminue les émissions autant qu'on peut. Plus que ça, on ne peut pas diminuer.
Dans ce cas-là, il y a une diminution très importante, pas très importante, mais importante de l'ozone. Si on regarde la même chose pour la Méditerranée, c'est plutôt la même tendance. Il y a une diminution de l'ozone si on diminue les émissions pour un scénario de RCP 4.5. Il y a une autre étude qui a été faite avant, donc ça, c'est pas lié avec mes travaux, mais bon, c'était intéressant, donc je le cite. On voit le même comportement, on va dire, pour les scénarios historiques qu'ils ont menés. Pour RCP 4.5, on voit la même chose aussi. Donc, RCP 4.5 pour les années 2050, ça veut dire qu'il y a 2 degrés de augmentation de température, ou il y a une diminution d'ozone. Par contre, si on regarde le RCP 8.5 cette fois, avec les émissions futures, il y a une augmentation d'ozone cette fois. Ça veut dire que le fait qu'on diminue les émissions ne change pas le fait que le climat est plus dominant. Ça veut dire que le changement climatique va dominer le fait qu'on a réduit les émissions. Ça, c'est dans l'article, c'est déjà précisé. C'est plutôt le transport longue échelle, longue distance qui induit cet effet-là pour le RCP 8.5 à 3 degrés. Et après, je voudrais aussi ajouter une partie sur l'exposition de la population sur la région PACA. Donc, l'exposition de la population, je l'ai calculée avec cette équation-là. Et pour faire ça, il y a eu plusieurs cas d'études qui ont été menés, donc qui sont montrés ici, 2 cas d'études pour l'année 2033 et 2 autres pour 2053. Ces années ont été choisies pour avoir, donc la façon qu'on a trouvé ces années, c'était de dire que, OK, ben, on va chercher pour des années très, très typiques pour les années 2030 et des années 2050. Et après, on va faire des scénarios pour ces années spécifiques pour avoir des cas d'études qui peuvent être représentants de la décennie. En regardant et après, il faut prendre en compte que quand on parle de l'exposition, il faut quand même savoir la population. Donc, il faut avoir des scénarios futurs qui montrent la population. Ici, par exemple, on voit la population de la région PACA en 2010. Et si on regarde les scénarios futurs de SPP SSP qui ont été faits pour la population, qui font des hypothèses différentes sur le changement de l'économie, la mortalité, l'immigration, l'utilisation d'énergie et tout ça, on constate que pour les années 2030 et 2050, il y a 2 scénarios qui sont extrêmes. Déjà, franchement, c'est assez... les scénarios qui sont montrés ici, ils sont pas parfois ils sont parfois des scénarios assez tristes, mais bon, il faut quand même faire des hypothèses. Mais bon, on va se focaliser sur le minimum et le maximum, donc le SSP3 et le SSP5. Dans le SSP3, par exemple, si on regarde la population, il y a une diminution de la population en France. Par contre, il y a un taux d'urbanisation qui est important. Pour le SSP5, il y a une augmentation de la population en France et un taux d'urbanisation qui est très important. Donc, les gens, ils quittent les zones rurales pour vivre dans la ville, quoi. Si on regarde l'effet de ça sur la région PACA, sur les différentes régions dans la région PACA, on voit que il y a déjà ça, c'est la carte de population de ces régions-là. Donc, logiquement, on va voir l'exposition de la population va être importante au sud, plus qu'au nord. C'est ça qu'on voit. Ça, c'est par exemple l'exposition de la population sur l'ozone. Les 2 régions qui sont en haut, ils ne voient pas trop d'exposition, c'est assez minimal. Après, dès que la population augmente, l'exposition augmente aussi. On pourrait regarder beaucoup plus en détail, par exemple ici, pour l'ozone, si on regarde les différents scénarios, il y a une augmentation de l'exposition de la population qui sont dans les différentes régions, qui sont montrées ici.
Euh, les autres espèces, je ne vais pas commenter, c'est pas le but de la présentation, mais quand même, il y a une diminution de l'exposition partout pour les NOx, pour le PM10, pour le PM2.5. Et à mon avis, quand on regarde l'exposition, il ne faut pas se focaliser sur une espèce, il faut quand même regarder une gamme d'espèces. C'est pour ça que les gens, ils travaillent pour faire des indices de qualité de l'air qui prennent en compte plusieurs espèces au lieu de juste regarder une espèce. Et à la fin, si on fait un découpage, par exemple, au niveau des mailles urbaines, des mailles rurales dans la simulation, on voit quelque chose qui est assez différent. On va dire que dans les mailles urbaines, il y a une augmentation de l'exposition de la population sur l'ozone. Par contre, dans les mailles rurales, il y a une diminution partout, pour n'importe quelle espèce, pour n'importe quel scénario qui est intéressant de voir. Surtout que les mailles urbaines, c'est pratiquement, au moins dans cette région-là, dans ces scénarios-là, c'est pratiquement moins de 10%, on va dire, de la région. Donc, au moins dans cette résolution-là. Donc, voilà. C'est important de le souligner que là, l'exposition, on va dire, des endroits urbains, les zones urbaines, ça augmente pour les zones, pour les autres espèces, par contre, ça diminue. Et bon, voilà, ça, c'est tout ce que j'avais. Voilà. Eh bien, un grand Merci. merci pour la qualité vraiment de la présentation également. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Étienne Devancé. Encore lui. Merci, hein, c'est super intéressant. J'ai pas bien compris là sur l'exposition et population, si c'est lié au fait que de la densité de population ou aussi de la diminution, de l'augmentation de la concentration des C'est ça. polluants. Non, Donc, mais est-ce pour que... l'ozone, par exemple, pour l'ozone qu'on voit ici, c'est un double effet. On va dire que si on regarde la concentration de l'ozone, ça diminue. Par contre, la population augmente. Donc, ça, c'est l'effet de l'augmentation de la population. D'accord. Mais la concentration d'ozone diminue partout, finalement. Et c'est juste, Euh, finalement, c'est juste la variation de population qui crée le taux d'exposition. je ne peux pas dire que ça diminue partout. Il y a des endroits que ça augmente. Mais en général, en moyenne, ça diminue. Et où est-ce que ça augmente? En général, dans les zones rurales, il y a une augmentation de la concentration d'ozone. Je dois avoir, il y a, si vous regardez dans l'article qui est cité là, il y a des champs de concentration qui sont montrés pour l'ozone. Non, parce qu'en termes de solutions, si les gens ils disent, bah, en fait, je vais être moins exposé, je vais à la campagne, pour l'ozone, ça ne va pas marcher. Non, mais pour les particules, ça va très bien marcher. C'est pour ça Comme que pour les j'ai dit, particules, ça va très oui, bien voilà. marcher. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, il faut pas juste regarder à une espèce quand on discute Oui. l'exposition. Non, non, mais c'est aussi pour ça Voilà. que par rapport à l'exposition, je voulais quand même affiner quoi, bien préciser la chose. Euh, c'est un indicateur qui est vraiment lié à la densité de population, quoi. Oui, c'est ça. Là, tel qu'il est présenté, on n'a pas l'effet ciseau entre la concentration et la densité de Mm. population. Merci. Étienne, je pensais que tu allais dire que d'où l'importance de travailler sur un indice cumulé. Mais D'où l'importance prolonge, je prolonge pardon, d'où troisièmement, l'importance simplement. de l'indice cumulé, bien sûr. Et le monocritère n'est jamais un bon critère, c'est juste un critère pour aller droit dans le mur, quoi. Alors, je ne vois pas Merci. d'autres questions ou remarques. Écoutez, il est midi 5. Alors, Alexandre Thomasson. Et après, on conclura, parce que je crois qu'on est arrivé au bout de cette matinée très dense. Alexandre. Oui, merci encore moi. J'avais la même question effectivement qu'Étienne, mais je me demandais aussi dans ce scénario, enfin, quelles hypothèses euh, font que finalement la population irait plutôt dans les villes et pas plutôt justement dans les zones rurales? Est-ce qu'il y a Euh, des éléments qui permettent de justifier ça? Donc, la façon que c'est pas moi qui a fait on va dire les scénarios de changement de population. Il y a des gens qui font ça pour leur vie. Donc, c'est cet article-là qui D'accord. discute ces scénarios.
ils font des hypothèses différentes au niveau de qualité de vie, au niveau d'économie, mortalité et tout ça, pour après décider si il y aura plus de population dans les zones urbaines ou pas. D'accord. Et Voilà. est-ce que ça prend, juste dernière question, est-ce que ça prend en compte également les flux migratoires, justement, Oui, liés au changement climatique? oui. Ok, merci. Alors, Yann, peut-être pour la dernière question, puis après on conclura. Yann. Oui, merci. C'est pas une question. Je me suis aperçu que j'ai oublié de répondre à une question qui m'a été posée, qui est de la part du transfrontalier par rapport à la production locale. Alors, il y a eu des éléments de réponse dans les autres productions, mais je voudrais juste signaler qu'on a un programme qui va démarrer cette année, qui doit répondre aussi à cette question-là et quantifier justement quelle est la part qui est produite localement et quelle est la part qui est euh, importée et comment ça va évoluer dans le temps, notamment avec le réchauffement climatique. Donc ça fait un peu la synthèse de tout ce qui a été dit là pour vous dire, voilà, on continue à bosser sur ces questions-là. On a ce programme qui arrive. Et pour parler aussi des choses qui sont intéressantes en termes de développement de la surveillance et de la compréhension des phénomènes, et qui est lié, je pense, c'est qu'on a aussi le démarrage de mesures du potentiel oxydant des particules qui a démarré là récemment avec un nouvel appareil qui a été installé par un labo de recherche avec qui on bosse. Dominique, je te laisserai compléter parce que le nom m'a échappé. Mais voilà, on a parlé d'oxydants, on a parlé de particules produites par la photochimie, on a parlé aussi de l'impact des particules sur la santé. Et on continue à bosser sur ces sujets-là. Et la mesure du potentiel oxydant, qui est notamment aussi poussée par la directive européenne qui arrive, va nous permettre aussi d'améliorer notre connaissance, notre compréhension des impacts sanitaires, aussi des particules et du lien avec les autres oxydants. Donc voilà, Euh, on a tout un tas de choses qui arrivent dans les mois et les années Bien, qui Yann. viennent, qui vont être passionnantes à suivre. je voudrais ajouter qu'on a aussi un projet en cours pour simuler ces impacts oxydants dans les simulations, dans le modèle, qui, qui est très comparable avec nos mesures. Donc voilà. Bien, bah, écoutez, bon, je pense que ça ouvre le champ à d'autres webinaires, hein, puisque finalement, ce format fonctionne bien. On était près d'une centaine de personnes. Donc, je voudrais vraiment vous remercier d'abord d'avoir participé à ces présentations qui, vous l'avez compris, hein, n'étaient pas là pour vous ménager. L'idée, c'était vraiment d'aller au cœur des sujets. Remercier évidemment votre nom et au nom d'Atmosud les différents intervenants qui ont pris du temps pour préparer, pour présenter avec toute la qualité hein, que vous avez pu observer. Vraiment, c'était très intéressant. Se prêter aux questions hein, qui ne sont pas toujours très simples. Moi, en conclusion, j'avais quatre petits points vous peut-être à mentionner. Bon, le premier, et nous, il nous tient à cœur, c'est vrai que dans cette approche globale qui ne se focalise pas sur l'ozone, les particules, les oxydes d'azote, mais qui permet d'appréhender au fond un bout de cette complexité, hein, parce qu'on on est bien conscient que c'est sans doute également imparfait, mais l'approche multiparamètre, monoparamètre l'est encore plus. Euh, on constate clairement une baisse des épisodes de pollution dans la région. Et ça, c'est un signal très important quand même, parce que ça renvoie à l'efficacité des actions. Et elles ont été nombreuses. Je ne sais pas si l'Adréal est présente, mais je pense en particulier aux pressions qui ont été mises sur les industriels, qui ne sont pas secondaires dans notre territoire. Et on a vu une évolution très, très positive de la situation. Donc, ça vaut le coup d'agir. Premier point. Évidemment, cette question du transfert longue distance que Gérard a abordé, mais Ariné également, tu en as dit quelques mots, c'est quelque chose que l'on subit. Hein, et donc, c'est la réalité géoplanétaire. Hein, voilà, il y a des zones où ça s'améliore, d'autres où ça continue d'évoluer à la hausse. C'est une réalité qu'il faut intégrer vraiment dans l'analyse. Pour autant, ça ne veut pas dire que on doit baisser les bras. Enfin, moi, je pense que le message, il est clair là-dessus. On a notre rôle à jouer. Ça montre, hein, comme souvent en matière de qualité de l'air, qu'il faut agir à toutes les échelles et donc être exigeant à toutes les échelles. Il y a des conventions internationales qui portent sur le CO2, d'autres sur les pollutions transfrontalières. Localement, évidemment, l'action a du sens, y compris sur l'ozone, parce qu'on a souvent entendu l'inverse. Hein, donc, j'insiste un peu là-dessus. Le changement climatique, vous l'avez compris, hein, c'est l'invité qui complique encore plus la situation. Donc, alors moi, je n'ai pas compris si on allait vers une production plus importante d'ozone ou pas. Ce que je comprends au fond, c'est que c'est un équilibre entre ce climat qui va falloir
mieux préserver, et ça fait partie des missions d'Atmosud aussi, hein, d'être un acteur premier de ces sujets, et l'ambition que l'on a sur les baisses de rejet à l'échelle locale et planétaire. Et finalement, le match, il n'est pas complètement joué. Moi, c'est ce que je retiens au fond. Donc, encore une fois, en synthèse, hein, n'hésitons pas à faire avancer ces causes-là, même si parfois on a l'impression que l'action locale, elle est noyée finalement dans quelque chose qui est beaucoup trop large. Et au fond, on se dit à quoi ça sert d'agir. Ça vaut toujours le coup d'agir. Et c'est peut-être ça en synthèse que je retiens de ce webinaire d'Ozone. Merci à tous, vraiment à nouveau d'y avoir participé. Je ne sais pas si Pierre-Charles voulait dire un dernier mot de conclusion, et puis après on s'arrête. Dernier mot de conclusion, c'est bon appétit à tous. Bon, écoutez, c'est très agréable hein, d'avoir ce type de rencontre et je souhaite qu'Atmosud puisse en organiser d'autres. Et encore merci aux intervenants et bon, Dominique a dit l'essentiel. On a bien vu air, climat, il faudra rajouter un élément d'enjeu pour les années à venir, c'est la question de l'énergie, hein. On voit bien qu'elle est au cœur, hein, les consommations d'énergie, la production d'énergie sera au cœur des évolutions à venir, hein. Voilà. Donc encore merci à tous et puis à la prochaine.